suis assez optimiste pour la décarbonation du secteur. Autant on pouvait dire qu'il y avait de la mauvaise volonté un peu générale il y a encore 4-5 ans, autant de dire, je pense que vraiment quand je regarde l'industrie aujourd'hui, tous les acteurs de la chaîne, tout le monde a basculé. Ça rend le métier plus compliqué, mais beaucoup plus intéressant et noble. C'est une industrie qui est entre guillemets un peu vieille, qui n'a pas beaucoup changé depuis 50 ans. Là, elle a plus de changements à faire dans les 10 ans qui viennent que dans les 50 ans avant. Le saviez-vous ? L'année dernière, l'industrie, tous secteurs confondus, a émis un peu plus de 17% des émissions totales de gaz à effet de serre de notre pays. Sur l'ensemble de ces émissions, 3 secteurs sont en particulier responsables de 70% d'entre elles. La production d'acier, la chimie et les matériaux de construction. Ces industries sont en effet fortement émettrices du fait de leur importante consommation en énergie fossile qu'elles utilisent en tant que combustible pour atteindre de hautes températures, mais également à cause des réactions chimiques générées par certains des procédés industriels qu'elles utilisent. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous pencher plus particulièrement sur l'industrie de la construction afin de mieux en comprendre le fonctionnement et l'origine des émissions. L'enjeu est de taille puisque la moitié des 50 sites industriels les plus émetteurs en France sont des cimenteries. En fait, lorsque l'on évoque l'industrie de la construction, on l'associe assez naturellement à celle du ciment et du béton. Ces deux matériaux sont intrinsèquement liés puisqu'il faut du ciment pour faire du béton. Mais alors, d'où vient le ciment ? Comment devient-il du béton ? Et pourquoi ces deux matériaux sont-ils au cœur des problématiques de transition au sein de cette industrie ? Avant de répondre à ces questions et de recevoir notre invité, voici 3 éléments clés à garder en tête tout au long de cet épisode. Tous les jours, nous marchons, conduisons sur des routes, travaillons ou tout simplement vivons dans des bâtiments sans jamais vraiment se poser la question de l'origine de tout cela. En France, on estime qu'au moins 80% des constructions contiendraient du béton. Le ciment, qui est donc l'un des principaux composants du béton, serait le matériau le plus consommé à travers le monde et sa seule production générerait 7 à 8% des émissions mondiales, à savoir 3 fois plus que le transport aérien. Enfin, il faut également savoir que si l'industrie du ciment et du béton réunis était un pays, il serait alors le 3e pays le plus émetteur en termes de gaz à effet de serre, derrière la Chine et les États-Unis. Vous l'aurez compris, les impacts environnementaux et sanitaires de l'industrie de la construction sont considérables. Mais alors, comment cela se fait-il ? Pourquoi cette industrie est-elle si carbonée et sera-t-il facile d'en limiter les émissions au cours des années à venir ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'immense plaisir de recevoir Éric Berger, entrepreneur, spécialiste des matériaux de construction et expert sectoriel ayant participé à de nombreux travaux, réalisés notamment par le Shift Project, un think tank renommé pour ses réflexions autour de l'évolution des modèles économiques au regard du changement climatique et de la raréfaction de certaines ressources. Éric, bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Vincent, c'est un plaisir d'être avec vous. Et alors peut-être pour commencer, peut-être une question qui va vous sembler extrêmement triviale pour vous. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne l'industrie de la construction ? Quels sont tous les maillons, les différentes chaînes de valeur, les différents acteurs, histoire qu'on comprenne bien un peu le landscape ? Alors le marché de la construction, il se divise en 2 gros blocs, on va dire la rénovation, quand les gens décident de rénover un logement, de l'améliorer. Et puis il y a un autre bloc qui est le plus consommateur de matériaux, surtout les matériaux lourds comme le béton, qui contient le ciment, qui est la construction neuve. Qu'elle soit d'ailleurs du bâtiment, du logement ou du tertiaire, des écoles, des hôpitaux ou alors des travaux publics. Voilà. Et ça, c'est surtout ce secteur-là qui peut nous intéresser parce que c'est celui qui consomme le plus de matériaux lourds. Tout à fait. Dans cette chaîne-là, il y a en général ce qu'on appelle un maître d'ouvrage, c'est-à-dire c'est celui qui va prescrire le besoin. Il va dire, voilà, j'ai besoin d'un bâtiment qui fait tant d'étages, tant de capacité, qui remplit telle et telle fonction. Voilà, il a fait appel à un architecte en général, il a fait appel à des bureaux d'études. Ensuite, il va confier la construction de l'ouvrage à un maître d'œuvre qui lui va s'occuper de la réalisation, de tout maîtriser. C'est une chaîne d'intervenants extrêmement complexe, avec beaucoup de sous-traitants qui sont en cascade. Et pour délivrer un bâtiment dans les délais, dans un budget financier, donc des enjeux extrêmement complexes. C'est ça, on se rend compte que c'est une industrie qui est extrêmement complexe, avec les donneurs d'ordre, les financeurs et ceux qui exécutent. Et si on repart même un tout petit peu en amont de la chaîne, pour bien comprendre, à l'origine, vous avez mentionné du coup le béton et le ciment. Alors ça, pour bien comprendre, parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps parler, mais finalement, on se rend compte qu'on ne sait pas tous très bien ce qu'il y a dans le ciment et ce qu'il y a dans le béton. Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus et
Qu'est-ce qui est extrait? De quel minerai on a besoin pour faire tout ça? Et quels sont les enjeux autour de ça? Autrefois, en fait, on construisait de deux, trois manières qui étaient un peu toujours les mêmes. Soit on faisait de la pierre de taille pour des bâtiments un peu prestigieux, ou alors on pouvait désosser une vieille église au moment de la Révolution pour construire des maisons. On faisait aussi des bâtiments avec structure en bois, et puis on remplissait avec du torchis, ou on mettait des briques. Voilà. Et puis, il y a un Français, Vicat, un nom peu connu, mais qui était un bienfaiteur de l'humanité, dans le sens où il a inventé le ciment Portland artificiel. C'est-à-dire, on savait, il y avait un peu des ciments naturels, comme ceux qu'utilisaient les Romains, mais qui ne permettaient pas de faire des constructions très importantes. Et il a découvert qu'en mélangeant du calcaire et de l'argile, et en le cuisant, on pouvait faire une sorte de liant hydraulique. C'est-à-dire, on le cuit, on le broie, et on pouvait faire une poudre qui avait des propriétés de colle, en fait, artificielle, et mélangée avec des cailloux et du sable et de l'eau pour activer cette colle, on pouvait créer un béton. Donc, ce ciment artificiel, on pouvait tout d'un coup en faire un béton. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est une sorte de pierre liquide que vous coulez, qui durcissait, donc elle était faisable un peu partout, pas trop loin de là où on était, donc pas besoin de carrières de pierre extraordinaires ou qu'il n'y avait pas dans certaines régions. On pouvait le mouler, on pouvait faire varier sa composition en fonction de l'ouvrage qu'on avait à faire. Donc c'est un matériau quand même assez génial, et c'est ce qui a permis de tout d'un coup révolutionner la construction. Pourquoi on fait des immeubles de grande hauteur aujourd'hui? C'est parce qu'on peut faire des fondations en béton. Pourquoi on peut faire des ouvrages qui résistent aux contraintes sismiques? On a inventé le béton armé, justement, où on renforce le béton par une armature métallique, ce qui lui donne en plus des constructions, ce qui fait qu'au Japon, pour avoir un tremblement de terre de force 7 ou 8, les immeubles vont trembler, mais vont rester intacts. D'accord. Ah oui, donc ce que je comprends, c'est que là, en fait, donc cette formule qui a été inventée quand? Il y a quoi, alors, le ciment artificiel, il a été inventé au 19e siècle, je ne me rappelle plus la date exacte. Alors, Louis Vicat, d'ailleurs, a fait don de son brevet, il a autorisé aux concurrents l'utiliser en open source. D'accord. Ce qui a permis la diffusion du ciment. C'est absolument un acte c'est moderne. Oui, c'est très, très moderne, exactement. Et puis, petit à petit, on a amélioré le béton, on a optimisé ses quantités, on s'est rendu compte que si on en mettait trop, pas assez, il n'y a pas assez de résistance, trop, il allait se fissurer. On a découvert qu'il fallait ajuster les quantités d'eau, il fallait travailler les courbes granulométriques des cailloux, c'était un peu technique, c'est très très technique en fait. Et puis on a inventé après le béton armé, après on a inventé le béton précontraint, ce qui permet de faire par exemple, ces très beaux ouvrages qu'on voit avec des poutres de béton qui font comme certains ponts qui sont extraordinaires, voilà, parce qu'on a inventé. Et les Français d'ailleurs étaient très en pointe sur l'invention des différents bétons. Après on a inventé des bétons qui étaient autoplaçants, c'est-à-dire qui coulaient tout seuls comme de l'eau. Il n'y a plus besoin de se mettre à quatre pattes pour les lisser. Enfin, c'est un matériau qui a quand même apporté une créativité dans la construction qui était énorme. Alors après il y a eu des défauts, on parle ensuite de bétonisation quand on exagérait l'usage. Mais ça, c'est parce que les gens ont fait un mauvais usage voilà. Mais c'était un matériau qui était un peu miraculeux. C'est pas pour rien. C'est un des rares matériaux qui a été adapté partout à travers le monde, que ce soit en Chine, en Inde. C'est assez extraordinaire. Ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est qu'effectivement, le ciment est le matériau le plus consommé à travers le monde. Le béton, très exactement. Le béton dont le constituant actif principal est le ciment. Ouais, c'est ça. Alors du coup, pour reprendre un peu ce que vous avez dit, c'est que donc en fait, on vient extraire dans des mines du calcaire et de l'argile. Ensuite, ça, du coup, on le broie, on le cuit, on le fait brûler, et ça donne du ciment. Ça donne du clinker. C'est des techniques minières, mais en fait, c'est dans des carrières un peu à ciel ouvert. Donc ça, et honnêtement, le calcaire et l'argile, on en trouve vraiment partout. On n'est pas menacé d'extinction de carrières. Donc ça, nous en France, sur la production de ciment, globalement, c'est très local. C'est extrêmement local. On en trouve partout. Il n'y a aucun problème. Et ce qu'il faut après, c'est monter des fours qui permettent de broyer ces deux constituants, les mélanger, les passer dans un four, monter à 1450 degrés. On obtient des petits granulés. On a l'impression presque que ce sont un peu des comprimés d'homéopathie, mais ça n'en est pas. Ça s'appelle du clinker. C'est la poudre active. Et ce clinker, il faut le broyer. Et après, on peut mettre d'autres constituants un peu pour régler ses propriétés, pour pas qu'il durcisse trop vite. Enfin voilà, pour ajuster ses propriétés. Et ça, en fait, c'est une sorte de colle qui ne demande plus que de l'eau pour être activée. Bien entendu, quand on fait un béton, après, c'est une sorte de gâteau, le béton. Vous prenez des cailloux, du sable, vous mettez le ciment, aux alentours de 300 kg par mètre cube, vous mettez de l'eau,
et l'eau va servir d'activateur en fait de cette colle qu'est le ciment. Et en fait, ça va reconstituer une pierre artificielle. En fait, c'est pas autre chose du béton. C'est reconstituer une pierre artificielle, sauf qu'elle était facile à travailler, contrairement à une pierre de taille où si on se rate sur la découpe, voilà, c'est l'enfer. Je comprends. D'accord. Voilà. Donc c'est ça. Donc de l'argile, du calcaire qu'on broie, qu'on fait cuire à des très fortes températures, ça nous donne du clinker, qu'ensuite on rebroie, ça nous donne le ciment, ensuite on mélange avec de l'eau, du gravat, du sable, etc. Et ensuite c'est comme ça qu'on obtient du béton. En fait, les problèmes qu'il y a dans la chaîne, hein, c'est le ciment pose pas vraiment des problèmes, les carrières de calcaire et d'argile, c'est pas des quantités énormes, hein. Donc c'est une question vraiment aujourd'hui le problème du ciment, c'est qu'il met beaucoup de CO2. Mais ça, parce que alors du coup en termes de proportion dans la formule, on va en parler. Voilà, vous avez à peu près un bloc de béton, il va peser, ça dépend de quel type de béton on peut faire des bétons légers, lourds, etc. Mais enfin, il va peser une densité, on va faire simple, 2 tonnes et demie. Voilà, et vous allez avoir 300 kilos de ciment et le reste c'est des cailloux et du sable. Voilà, parfois c'est 2 tonnes 2. Voilà, c'est des cailloux et du sable. Donc ce qui veut dire que le sable et les granulats, ce qu'on appelle les granulats, c'est en fait des gros cailloux, des petits cailloux, puis on essaie de travailler la courbe. Hein. Eux, ils viennent de carrières. Alors parfois ce sont des sablières, donc on prend le long des rives de la Seine, on prenait un peu des sables naturels. Oui, c'est ça, parce qu'en plus on peut pas prendre n'importe quel sable, parce que tout le monde se pose la question pourquoi on va pas aller chercher du sable dans le désert, mais c'est une question de granulométrie. En fait. À Dubaï, ils sont obligés d'importer du sable parce que le sable du désert est trop rond. Parce que souvent on entend tout le temps dire que il y a un vrai impact de cette industrie évident sur la biodiversité, et c'est parce qu'en fait souvent les gens aussi ne se rendent pas forcément compte qu'on peut pas utiliser n'importe quel type de sable, et que le sable qu'on va utiliser c'est du sable qu'on retrouve plutôt dans les fonds marins ou dans les des rivières, etc., plutôt que dans celui des déserts finalement. Non, celui du désert il est trop fin, parfois il peut avoir un peu du sel en plus, bref, des impuretés, donc il n'est pas du tout utilisable malheureusement. Non, alors en fait le ciment lui va poser des problèmes plutôt d'émissions de CO2, le sable et les cailloux, hein, les deux constituent ce qu'on appelle le granulat. Le problème qu'ils posent, ils peuvent être rares dans certaines régions. Donc là, c'est des carrières et les quantités sont énormes. Vous donnez un ordre d'idée. Hein, donc on met 300 kilos de ciment dans un mètre cube de béton, mais vous allez mettre pas loin de 2 tonnes de granulats. Oui, c'est ça. Les proportions sont énormes. Donc les quantités de granulats en France, c'est gigantesque. On produit 65 millions de mètres cubes, 60 à 65 millions de mètres cubes en France de béton avec les 17 millions de tonnes de ciment. Ou 17 à 19, donc le reste c'est du caillou. Donc là il faut avoir toutes les régions n'ont pas les cailloux nécessaires ou pas le bon caillou. Parfois il n'y a plus de cailloux naturels, il va falloir casser de la roche et puis la concasser. Et là on est devant pas des problèmes de CO2, on est devant des problématiques de préserver la biodiversité, ou quand une carrière a été exploitée, la refaire, et souvent si c'est bien fait on peut refaire des carrières qui ont avec des étangs, des choses comme ça. Ça demande du travail, mais c'est un travail de longue haleine, gérer une carrière. Non, très intéressant. Et donc alors si on rebascule du coup sur le côté plutôt émission, donc là on a compris un peu la chaîne de valeur, donc l'extraction, ensuite il faut chauffer, etc. Alors pour qu'on situe bien sur cette chaîne-là, où sont les plus gros postes d'émission en fait? Alors en fait je vais pas aller tout de suite sur le ciment, qui est le principal responsable des émissions. Je vais aller sur le béton. Le béton, donc, on va dire un béton classique qui va émettre 250 kg de CO2 par mètre cube. En fait, il y a 300 kg de ciment qui, lui, émet un petit peu moins d'une tonne de CO2 par tonne de ciment. Donc vous avez déjà aller à 300 kg, il va être un peu plus bas que ça, donc vous allez mettre pas loin de 200 kg à peu près de CO2 à cause du ciment, puis après vous avez 50 d'autres choses. Et dans ces autres choses, c'est pas tellement le transport qui va compter, mais un tout petit peu, mais surtout le ferraillage. C'est bête, mais l'acier qui est dedans émet beaucoup aussi. Et plus c'est pour ça qu'on distingue béton et béton armé, c'est-à-dire que si on rajoute l'empreinte carbone des armatures, etc. Et là, ça rajoute un peu, voilà. Mais c'est pas tellement on va essayer de décarboner le transport, mais c'est pas l'enjeu principal. Alors maintenant, l'enjeu principal, vous voyez qu'il est de deux ordres. Soit je mets moins de ciment dans le béton, est-ce que c'est possible ?
Ça demande pas mal de travail parce qu'il faut repenser la technologie du béton, sa formulation, ce qui a été fait dans certains secteurs où on utilise des bétons très très spéciaux. Mais le truc le plus évident qui saute à l'esprit, c'est de dire que la colle, qu'est le ciment, il faut qu'elle se décarbone. Donc il y a 30 ou 40 ans, on était à 1 tonne de CO2 par tonne de ciment. On a réussi à réduire ça petit à petit en améliorant les fours, en diluant un petit peu le clinker, en mettant d'autres ajouts, etc. Donc on est passé plutôt à 800, 700, 800, mais ça reste la colle, cette colle est sacrément carbonée, donc il faut la décarboner. Et c'est tout l'enjeu qu'il y a pour les fabricants de ciment et pour leurs clients, les fabricants de béton. Parce qu'aujourd'hui, on parlait de donneurs d'ordre tout à l'heure, eux, sous la contrainte de réglementation, on leur demande de commencer à décarboner leurs bâtiments, et par ailleurs l'Europe s'est occupée des émissions les plus fortes, les émissions industrielles les plus élevées en Europe, et dans les 3 plus gros émetteurs au niveau industriel dans le monde entier, c'est la même triade, c'est la sidérurgie, l'acier, le ciment et la chimie en général avec production des plastiques ou des engrais. Voilà, on a les 3... je ne sais pas quel est le bon, la brute et le truand, mais on a le trio de tête. Ouais, voilà, donc l'Europe suit ces gens-là et les a soumis à des quotas de CO2 aujourd'hui. Donc on leur donne des droits d'émettre, mais on surveille très exactement ce qu'ils ont le droit d'émettre. Et surtout, on leur a dit, d'ici 2034, vous allez devoir réduire vos émissions très très fortement. Il y a un vrai enjeu de transparence et de reporting, surtout sur ce qui est fait. Et puis, voilà, c'est assez contraignant. Donc il y a une double contrainte qui va, au-delà de la nécessité qu'on ressent tous, il va falloir décarboner, mais on a mis 2 contraintes sur le béton et donc sur les cimentiers qui sont derrière, puisque ceux qui fournissent l'ingrédient le plus cher là-dedans, c'est par l'aval, construire de façon moins carbonée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une réglementation en France qui s'appelle l'Aéro 2020, qui oblige au fameux maître d'ouvrage, je sais pas, si Bouygues Immo décide de faire un nouvel immeuble de bureau, il va devoir respecter une quantité de CO2 au mètre carré lors de la construction. Donc il va, en plus de la comptabilité financière du bâtiment, il va tenir aussi une comptabilité carbone à la construction, pas juste juste la vie du bâtiment, le diagnostic énergétique. Ça c'est nouveau, c'est unique en France. Il y a ce genre de règles ailleurs dans le monde, mais elles sont optionnelles. Là en France, elles sont obligatoire. Il y a un plafond et ce plafond va diminuer d'ici 2031 ou 32, je ne me rappelle plus, de en gros 650 kg de CO2 par mètre carré dans le bâtiment, plus un peu dans le logement collectif et un peu plus dans le tertiaire, et doit aller vers les 400 kg, ce qui est un travail énorme. Et, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est une première contrainte, donc qui vient des clients. Et puis, il y a la contrainte de l'Europe qui dit « Ah, toi, cimentier, il va falloir que tu diminues tes émissions ». Parce que je te demande de les passer à zéro d'ici une dizaine d'années. Donc, sinon, tu devras acheter ton CO2 sur le marché du CO2. Oui, c'est ça, pour compenser. Voilà, donc là, double contrainte. Donc, les cimentiers sont dans la pince. Il va falloir qu'ils agissent. C'est ça, c'est le début de la chaîne. C'est eux qui représentent finalement dans toute cette chaîne de valeur le plus gros des émissions en proportion de... Oui, alors tous les matériaux de construction vont devoir faire attention. C'est ça. D'ailleurs, disons que le levier le plus compliqué à aller chercher, et celui qui n'est pas des moindres, c'est quand même du coup celui du ciment et du clinker. Absolument, mais... Et peut-être du coup pour revenir sur le côté un peu plus opérationnel là-dessus, donc c'est qu'on a vu que quand on avait l'argile et le calcaire, qu'il fallait du coup les broyer et ensuite les cuire et les chauffer, donc il y a toute une part des émissions qui est liée du coup à l'utilisation d'énergie fossile, parce qu'il faut chauffer à des températures assez hautes. Vous avez évoqué, je crois, 1450 degrés, donc c'est comme voilà. Et de l'autre côté, il me semble aussi qu'il y a tout un sujet de réaction chimique, et qui en fait paradoxalement est la plus grosse source d'émissions. On pourrait croire que ce sont l'utilisation d'énergie fossile, mais en fait c'est les réactions chimiques. En fait, la fabrication du ciment, c'est de la chimie minérale. C'est marrant, les cimentiers parlent jamais comme ça, mais c'est de la chimie minérale. La formulation, vous prenez, si vous rappelez vos cours de chimie, le calcaire qui fait les pierres de taille, c'est du CaCO3, et puis le ciment, il va contenir beaucoup de CaO. Alors d'où est devenu le carbone? Et ben en fait, on chauffe, et puis en fait, on fabrique le calcaire se transforme en chaux, et ça fait CaO d'un côté et ça fait CO2 de l'autre. Donc on se retrouve à émettre
pas loin de 1 tonne de CO2 pour 1 tonne de clinker, qui lui-même va être broyé, dilué avec d'autres ajouts, et c'est là qu'on arrive à 700... Ouais, c'est ça. 1 tonne de CO2 pour 1 tonne de clinker, c'est... D'autant que, il me semble, c'est les proportions, c'est 2/3 de ces émissions qui sont liées du coup à cette réaction chimique, donc, et 1/3 à l'utilisation de l'énergie fossile pour arriver jusque-là. Même si je trouvais un carburant qui est totalement neutre, si je chauffais tout à l'hydrogène, j'aurais éliminé qu'avec un hydrogène vert, ce qui n'est pas possible en l'occurrence, mais j'aurais toujours 2/3 des émissions parce que c'est une réaction chimique, donc on ne peut pas échapper à cette réaction chimique. Voilà, donc il faut trouver des moyens de soit réduire la quantité de clinker, alors diminuer les quantités de combustible, bien sûr. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres moyens d'éliminer ça? On peut en parler après. Ouais, on va en parler juste après. Est-ce que je peux diminuer la quantité de clinker dans le ciment? Est-ce que je peux diminuer la quantité de ciment dans le béton? Voilà un peu tout ça. Et après, il y a aussi le constructeur qui peut se dire, aujourd'hui, je sais pas, Bouygues ou Vinci construit, ou Tartampion, maison individuelle à Brest, peut dire, je vais, moi, essayer d'optimiser les quantités de béton. Il peut aussi se dire, moi, je vais, au lieu de faire un mur en béton plein, je vais faire une armature en béton, puis je vais remplir avec des plaques de plâtre, ou alors il va se dire, je vais mettre une fondation béton, puis une ossature bois. Mais là, on est plus sur la conception. Voilà, on est sur la conception, voilà. Ou réduire, ou faire des planchers qui sont pas pleins, mais faire des planchers qui sont un peu alvéolés. Du coup, j'aurai la même surface de béton, mais j'aurai moins de quantité aussi. C'est ça. Donc, on est en train, en fait, grâce aux contraintes qu'on a aujourd'hui, je pense que les matériaux de construction sont devant une révolution qui est à faire, qui est absolument incroyable. Honnêtement, le secteur est devenu vraiment bien plus intéressant qu'il y a 20 ans. Après, c'est vous qui disiez ça dans une interview. Il disait que ces acteurs-là vont devoir innover plus dans les 3 prochaines années qu'ils ont innové dans les 30. Oui, exactement. Écoutez, on a des startups dans le ciment, on a des startups dans le béton, parce qu'il y a des gens qui disent à ciment équivalent, je peux faire des bétons plus originaux. Et puis on a des startups avec des nouveaux matériaux qui arrivent avec architecture bois-paille. Il y en a qui vont faire, je combine le béton avec de l'acier plus de l'isolant biosourcé. Donc on est devant une explosion de la créativité à cause de ces contraintes. Donc la contrainte, ça rend créatif. Très bonne transition du coup sur cette troisième et dernière partie. Pour repartir sur la question des solutions, donc on va reprendre chacun des postes d'émission qu'on a évoqués ensemble et essayer de voir quelles pourraient être les solutions qu'on pourrait apporter à ces problématiques-là. Donc on va commencer par le sujet un peu des réactions chimiques. Donc on a dit que c'était une des principales causes des émissions liées au secteur et que là on a commencé à évoquer doucement le sujet des bétons bas carbone, donc avec des compositions différentes où on peut jouer sur différentes choses, la composition du clinker, enfin la quantité de clinker, la quantité de ciment, certains argiles, etc. Donc en France on a pas mal de boîtes d'ailleurs qui ont innové là-dessus. C'est assez génial de voir qu'on est très très innovant. Donc pour en citer que quelques-unes, on a Hoffman Green Cement qui est d'ailleurs une société cotée, on a Matereup, on a 3 bétons. On a même une autre petite société à Saint-Marcelin qui s'appelle Heliosand qui revalorise certains déchets pour les intégrer dans la composition du béton. Ça, vous, de votre regard, quel est, toujours avec cette logique d'avoir un double prisme pour juger ces solutions-là, en termes d'impact sur les émissions du secteur, entre 1 et 3, et en termes de faisabilité? C'est-à-dire que là, on pourrait estimer que le béton bas carbone, c'est une solution qui apporte beaucoup de choses pour réduire les émissions, donc on pourrait dire que c'est 3 étoiles, mais que par contre en termes d'avancement technologique, on est encore assez faible, donc ça pourrait être qu'une étoile en termes de faisabilité sur ces bétons-là. Alors la bonne nouvelle en fait, c'est que par rapport à d'autres secteurs, je pense que la capacité du secteur ciment / béton à se décarboner est très forte. C'est plus une question de rendre les choses possibles d'un point de vue économique, parce que c'est un matériau qui est pas cher du tout. Mais contrairement à la chimie où parfois la fabrication d'engrais, ça va être un peu compliqué de passer à autre chose. Dans le ciment, tous les leviers existent. Ils existent depuis pas mal d'années. Alors il y en a qui sont plus ou moins mûrs, on va pouvoir les voir, mais ils sont là. Donc je suis, pour moi, assez optimiste sur la capacité des constructeurs à d'abord diversifier les solutions, et les bétonniers à faire des bétons plus bas carbone, avec l'aide des cimentiers qui vont aussi se décarboner parce qu'ils ont la contrainte de l'Europe avec ses quotas carbone. C'est aussi un cahier des charges avec des formulations qui sont imposées. Ouais, voilà, donc il y a pas mal de leviers. C'est dur de dire ceux qui vont gagner. Il n'y a pas
une baguette magique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le levier qui règle tout. Bien sûr. Mais voilà. Bien sûr, mais ça, c'en est un qui est, selon vous, intéressant, exploitable. Alors, il y a un levier qui est très rapide à utiliser d'ici 2030, c'est d'améliorer les combustibles. Paradoxalement, les fours français de cimenterie, on a vu que c'est 2 tiers de process et 1 tiers de combustible. Il y a quand même 1 tiers de combustible. Et il se trouve que malheureusement, les fours français n'étaient pas les plus modernes en moyenne. C'est ça, alors ça on va y venir juste après, parce que du coup on a le sujet sur renouveler les équipements, etc., qui font partie effectivement des solutions. Donc sur ces bétons bas carbone, donc là on peut estimer que voilà, l'impact il est quand même assez important sur les émissions, et qu'en termes de développement technologique on sait faire, mais le problème peut-être principal c'est quand même de réussir à avoir un coût du béton à la fin qui est compétitif avec ce qui a été fait historiquement. L'enjeu il est surtout là, je pense. Oui, alors là quand même la chance qu'on a, c'est que le béton en fait c'est intrinsèquement un matériau pas cher du tout. Enfin, je veux dire, c'est ça. C'est pour ça qu'il a conquis le monde entier. C'est parce que voilà, le mètre cube, comparer le prix d'une pierre de taille à le prix d'un mètre cube de béton, c'est incroyablement faible. Donc c'est ça, voilà, c'est flexible et pas cher. Donc honnêtement, même si le prix du ciment augmentait, il se retrouverait un petit peu dans le prix du béton, mais c'est pas un vrai problème. Le vrai problème, c'est de créer le contexte pour que les acteurs puissent absorber les hausses de coûts petit à petit. C'est pas très difficile. Très clair. D'ailleurs, depuis 3 ans, avec la crise en Ukraine, la crise énergétique, les prix du ciment ont beaucoup augmenté, les prix du béton ont beaucoup augmenté. Le ciment a dû passer d'une centaine d'euros à la tonne à 130, 140 euros la tonne de ciment, et le mètre cube de béton, souvent d'ailleurs au prix du mètre cube, on n'est pas très loin. C'est une règle un peu générale à travers le monde, ça dépend en fait de l'intensité concurrentielle. Mais donc le prix du mètre cube a beaucoup monté, c'est pas ça qui gêne vraiment la construction de logements, même si on se plaint que les coûts de construction ont un peu augmenté à cause des normes, etc. Mais c'est pas vraiment le gros sujet. Okay. Donc ça c'est un premier levier. Un deuxième dont on parle souvent, alors mais par contre qui est souvent assez aussi critiqué, c'est celui de la carbone capture. Donc aller capturer les émissions de CO2 directement à la sortie des cheminées, etc. Alors ça, c'est vrai que c'est plutôt des technologies, je trouve, qu'on voit beaucoup aux États-Unis, parce que ça requiert quand même des financements importants. Enfin, c'est très capex intensif comme secteur. En France, on a quelques sociétés. Là, j'en avais repéré une qui s'appelle RevCo, qui est aussi intéressante, qui fait de la cryogénie pour après ensuite liquéfier le CO2 récupéré à la sortie des cheminées. Ça, alors on se dit forcément c'est génial parce que du coup on évite que le CO2 se libère dans l'air parce qu'on le capture directement à la sortie. Est-ce que en termes d'avancement technologique là-dessus, comment on se situe vous de ce que vous voyez? Alors en fait dans les leviers, s'il y en a un qui peut faire un peu office de baguette magique, le carbon capture and storage, ce qu'on appelle en anglais le CCS. Alors on peut faire aussi du CCU, Carbon Capture and Utilization, c'est-à-dire on peut, au lieu d'aller enfouir le carbone, on le capture, on le transporte, on va l'enfouir, ça c'est le storage, soit dans un ancien champ gazier pétrolifère, soit dans des aquifères, voilà, ou alors on va utiliser le CO2 pour le combiner avec de l'hydrogène pour faire des carburants par exemple, ou du méthanol ou de l'éthanol. Voilà, ça c'est une façon de faire. Alors ce qui est bien, c'est que en fait on capture les fumées de l'usine de ciment avec les fameuses réactions chimiques qu'on crée le CO2, et bien on le capture. Voilà, donc alors c'est une solution qui a l'avantage d'être c'est génial, on met un filtre en fait au bout puis on capture, c'est super, ça résout tout le problème. Il n'y a plus besoin de alors sur le principe c'est connu, ça existe déjà, pas forcément des échelles énormes. Il y a des gens qui disent attention, ça n'a pas marché parce que il n'y a pas encore de gens qui sont à l'échelle. Je pense qu'en fait, il y a des gens hyper sérieux en engineering qui s'en occupent. Des gens comme Air Liquide, des gens comme Axens, voilà, et plus d'autres vers le monde. Donc je pense que ça marchera. Par contre, c'est mon intime conviction. Par contre, ça a sous un certain nombre de problèmes. D'abord, c'est très haut en investissement, en capex comme on dit. Donc vous allez devoir investir plusieurs centaines de millions sur une cimenterie. Et ensuite, en coût d'opération, c'est très élevé. Et puis en plus, il faut derrière avoir un endroit où aller enfouir. C'est-à-dire qu'une cimenterie qui serait au milieu du Massif central ou à Toulouse, il n'y aura peut-être pas d'endroit où l'enfouir. Voilà. Donc ça va être plus un problème financier, c'est une équation économique, et c'est un gros truc, alors qu'il y a d'autres donc je pense qu'il y en aura
pas partout. C'est largement demandé par les cimentiers pour essayer ils demandent des subventions pour investir là-dedans, sachant qu'ils ont d'autres leviers à côté qui sont quand même plus simples, mais qui n'ont pas ce caractère aussi radical. Si je décide de faire un ciment, ce qui demande un peu de recherche et d'investissement aussi, avec beaucoup moins de clinker, si j'étais à 80% de clinker dans un ciment, parce que je vais mettre d'autres, je vais prendre d'autres, je vais mettre du calcaire broyé, des trucs comme ça, je peux peut-être descendre à 60% de clinker, et là je vais avoir quelque chose qui sera décarboné de 20%, 20 à 25%. C'est pas mal, mais ça n'a pas ce côté magique du carbon capture. Sauf carbon capture, il n'y en aura pas qui va fonctionner en France avant au moins 3-4 ans. Oui, c'est ça. D'accord, bon, alors du coup, effectivement, on a sur toute cette partie-là des solutions qui arrivent, mais qui demandent encore un peu de temps. Sur l'outil existant, donc on a évoqué effectivement de moderniser, renouveler les équipements, ça peut faire partie aussi des solutions, simplement pour tout ce qui est la consommation d'énergie fossile, avoir des outils plus modernes. Forcément, de fait, c'est une manière assez simple, mais par contre, encore une fois, assez capex à financer pour décarboner les émissions. On a aussi tout le sujet de la digitalisation. Nous, c'est vrai que typiquement, on suit une boîte là qui s'appelle Calisteo, qui est basée à Nice, qui se spécialise dans tous les sujets d'économie d'énergie dans les industries pour piloter ces consommations. On se rend compte que voilà, ça, c'est des industries qui sont quand même historiquement pas équipées pour être digitalisées. Est-ce que ça, vous voyez ça comme des leviers pertinents? Oui, la digitalisation dans le sens où elle permet un meilleur suivi des indicateurs, pas juste à l'année, parce qu'on pourrait regarder à l'année, je regarde mes émissions, puis on peut aussi mesurer la performance heure par heure avec des systèmes de pilotage. Ça peut aider. Je dirais ça aidera à s'assurer qu'on a les technologies qu'on met en œuvre performent au maximum. Mais c'est pas digitaliser sans investir dans le reste ne permettra pas de vraiment changer radicalement les émissions d'une cimenterie. Bien sûr. Voilà, c'est le complément, je dirais. Ça peut être le catalyseur pour l'équipe qui fait faire tourner l'outil, qui aura tout à sa main pour piloter. Et en plus, il va y avoir un autre levier qui va permettre de réduire l'impact écologique, c'est de récupérer tous les bâtiments détruits qu'avant on utilisait en remblai routier. La gestion des déchets les déchets de construction, on va pouvoir demain les trier. Il va falloir vraiment développer un tri, voir ce qui peut être utilisable. Et une partie de ces il y a deux boîtes géniales là-dessus, c'est ESUS et Acantas, c'est deux sociétés. Et on pourra notamment, à la place du clinker, peut-être remettre des fines de construction, alors peut-être lors de la fabrication du clinker lui-même ou en aval, et c'est un matériau, les fines de ciment dans des gravats, elles ont encore un potentiel d'agir comme une colle, et on pourrait les utiliser, et ça effectivement la digitalisation va permettre d'avoir une gestion très très fine de toute cette activité de gestion des déchets ultra complexe. Quand on détruit un bâtiment, il y a plein de choses. Il y a du métal, du plastique, c'est incroyable. La logique d'économie circulaire, elle est très très intéressante à exploiter dans ce monde-là. Bon, écoutez, on a parcouru et balayé pas mal de potentielles solutions. Alors peut-être une dernière question pour la fin. Où est-ce qu'en sont, selon vous, du coup, les industriels? Est-ce qu'ils sont en bonne voie pour atteindre les objectifs qui se sont fixés? Et question un peu taquine, est-ce que vous ne pensez pas que du coup les industriels misent encore peut-être un peu trop leur décarbonation sur des paris technologiques? De toute façon, ils n'ont pas le choix que de faire des paris technologiques, mais il y en a qui sont plus ou moins risqués. Il y en a qui sont vraiment très abordables, comme diminuer le taux de clinker dans le ciment, donc je mets un peu moins de clinker, je mets un peu plus de substituts, comme du calcaire, comme du laitier, comme des pouzzolanes. Les pouzzolanes, c'est des roches volcaniques qu'on va broyer. Ça, c'est un levier. C'est technologique, mais c'est très accessible et je n'ai aucun doute qu'ils vont y arriver d'ici 2030. Améliorer les fours, ils vont le faire. De toute façon, le signal énergétique avec la crise en Ukraine a montré que des fours anciens qui étaient encore en voie semi-humide, ça consomme beaucoup d'énergie. Ils vont le faire. Il était temps d'investir. Ils vont investir aussi dans des combustibles. Ça demande un peu d'investissement pour alternatifs. Donc on va passer on doit être aujourd'hui pas loin de 50% de combustibles alternatifs à des combustibles peut-être à 80% de combustibles alternatifs, et on éliminera petit à petit le charbon. Il reste encore un petit peu de charbon et le coke de pétrole, et ça c'est un truc qui est très accessible d'ici 2030, donc on peut faire déjà pas mal de progrès. Après c'est vrai que la réduction comme ça de 30 ou 40% peut être fait un peu grâce à ces outils là. Après c'est le passage à zéro.
Entrer en 2030. Et là, honnêtement, sans les paris technologiques, ça va être compliqué. Voilà. Donc là, il va falloir... Il y a des paris technologiques, mais encore, je pense que le pari est moins technologique que financier en réalité. Donc je pense qu'on aura des optimisations aussi sur les quantités de béton. Donc il y aura sans doute un peu moins de ciment, parce qu'on va améliorer, en tout cas il y aura beaucoup moins de clinker, le constituant principal du ciment, on va l'optimiser, on va optimiser la quantité de ciment, on va optimiser les quantités de béton, donc il y aura un petit peu moins. Ce sera aussi du ciment qui sera peut-être un peu plus sophistiqué, qui va demandera quand on fait du béton d'avoir plus de contrôle qualité, etc. Mais d'ailleurs, ça va rendre le métier de cimentier et de bétonnier beaucoup plus intéressant. Ils vont vraiment devenir des formulateurs un peu pointus, alors qu'avant, on s'en mettait pas. La formule. Voilà, on s'en foutait du CO2. Là, on va devoir faire attention. Donc, oui, c'est là le vrai pari. Et donc, c'est pour ça qu'on a des gens aujourd'hui qui ont prévu d'investir beaucoup et qui font la tournée des États, des subventions au niveau soit local, national, européen pour l'Europe, pour dire attention, ça coûte très très cher, il faut nous aider. Alors après, c'est une discussion à avoir entre les autorités et ces gens-là, en fonction du degré de concurrence. L'avantage du béton, c'est que ce n'est pas vraiment ouvert à la concurrence mondiale. Autant quand vous avez du plastique, ça vient partout, l'acier, aujourd'hui c'est incroyable. Il y a de l'acier plat pour construire des voitures qui peut venir de Corée, du Turquie. Le ciment peut voyager un peu, le béton, lui, voyage très peu. Il produit localement tout le temps. Il est très rare qu'un bétonnier de Bordeaux aille acheter du ciment très très loin. En tout cas, le bétonnier de Bordeaux n'est pas face à un bétonnier coréen. C'est un matériau vivant qui coule, qui durcit sur place. Donc ça permet quand même de se dire, on a les moyens d'être protégé un peu de la concurrence internationale. Le prix va monter un petit peu, sans doute. On a prévu l'élimination des quotas de CO2. On a prévu aussi qu'il y aurait une taxe carbone aux frontières de l'Europe sur le ciment. Donc, les cimentiers et les bétonniers en aval seront protégés de la concurrence internationale. Je pense que ça faisait un petit peu peur, il peut y avoir des fuites, il faudra faire attention, mais c'est tout à fait jouable. Donc, moi, je suis assez optimiste pour la décarbonation du secteur. Autant on pouvait dire qu'il y avait de la mauvaise volonté un peu générale il y a encore 4-5 ans, autant de dire, je pense que vraiment, quand je regarde l'industrie aujourd'hui, tous les acteurs de la chaîne, tout le monde a basculé. Et d'ailleurs, voilà, ça rend le métier plus compliqué, mais beaucoup plus intéressant et noble. Stratégique. Voilà, c'est une industrie qui est, entre guillemets, un peu vieille, qui n'a pas beaucoup changé depuis 50 ans. Là, elle a plus de changements à faire dans les 10 ans qui viennent que dans les 50 ans avant. Donc ça rend les gens qui travaillent dedans, ça rend leur job beaucoup plus intéressant et passionnant, tout simplement. Génial. On aura l'occasion de voir ça. On va attendre patiemment et regarder ce qui se passe. Merci en tout cas pour votre temps et merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous souhaite une très belle journée et puis à très vite. Merci Vincent. Voilà, nous touchons maintenant à la fin de cet épisode. J'espère que dorénavant, l'industrie de la construction n'a plus de secret pour vous. Vous l'aurez compris, il existe une multitude de problématiques à résoudre, et ce, à tous les niveaux de la chaîne. Pour les acteurs du secteur, l'enjeu est évidemment de taille et la marge semble être encore assez haute. C'est pourquoi, nous l'avons vu en parallèle de toutes les initiatives qui sont mises en place par les industriels eux-mêmes, de nouveaux projets innovants voient sans arrêt le jour et tentent d'apporter leur pierre à l'édifice en amenant sur le marché des solutions alternatives et des technologies plus durables. Il est dorénavant temps pour nous d'aller sur le terrain et de partir à la rencontre de quelques-unes des startups que nous avons mentionnées tout à l'heure. La première d'entre elles, Heliosand, développe depuis plusieurs années maintenant une technologie qui pourrait permettre à l'industrie de la construction d'accélérer significativement sa marche vers la décarbonation en intégrant des matériaux revalorisés en tant que matière première dans la composition du béton. Retrouvons-nous tout de suite à Saint-Marcellin pour aller voir ça de plus près.